La petite fille derrière la porte. Vu de l'extérieur, c'est-à-dire vu par les amis, les relations professionnelles, les voisins, le couple Schneider est l'exemple même de la réussite. Lui, Thomas, 35 ans, a derrière lui une belle carrière de cadre administratif dans une grosse entreprise automobile et devant lui l'avenir brillant qui s'ouvre à tous les responsables dynamiques. Elle, Erika, 32 ans, ne travaille pas. Elle se consacre à son foyer, ce qui est plutôt rare à Francfort en 1978, même dans la bourgeoisie. Mais cette activité volontaire est interprétée comme un signe de bonne entente. Il y a des gens qui ont gardé le respect des valeurs traditionnelles. Après tout, c'est leur droit, et s'ils sont bien ainsi, tout est pour le mieux. Pourtant, une autre personne a un point de vue tout différent sur le couple. C'est qu'elle le voit de l'intérieur. Ce témoin, pas comme les autres, n'a que 6 ans. C'est Gretel, la fille de Thomas et d'Erika Schneider. L'enfant est vive et éveillée pour son âge. Malheureusement pour elle, sans doute. Car elle devine tout. Elle sent très bien que rien ne va plus depuis longtemps entre ses parents. À table, ce sont les mêmes discussions qui reviennent toujours. Ses parents doivent penser « La petite ne comprend pas, cela n'a pas d'importance. » Et ils se jettent leur vérité à la figure. « J'en ai assez de rester toute la journée à la maison à faire le ménage. » Tu n'as pas à faire le ménage, je te paye une bonne. Bien sûr, c'est toi qui payes tout, puisque tu es le seul à travailler. Mais moi aussi, je me demande que ça. Seulement, tu ne veux pas. Si je fais le ménage, c'est que je m'ennuie tellement, je ferai n'importe quoi. C'est toi qui m'ennuies. Je veux travailler. J'étais journaliste avant de te connaître. Je suis certaine que mon journal me reprendrait. Jamais! Si la petite Gretel comprend, elle comprend que sa mère est malheureuse de rester toute la journée à la maison et que c'est la faute de son père. Alors, dès qu'elles sont ensemble, Gretel essaye de la distraire. Elle lui demande de jouer avec elle, de lire ses livres illustrés. Mais durant les lectures d'Erika, il y a beaucoup de soupirs involontaires. Gretel pense « Maman est malheureuse parce qu'elle ne travaille pas. » Et elle s'en veut de ne pas arriver à lui changer les idées. 27 mars 1978. Comme souvent, le dîner familial s'est mal passé. Gretel a senti dès le début du repas, rien qu'à l'expression de ses parents, que le problème du travail de sa mère allait revenir dans la discussion. Mais cette fois, après les arguments traditionnels qu'elle connaît par cœur, les choses sont allées plus loin. La petite n'avait jamais vu son père devenir rouge à ce point, ni ses mains trembler, ni la veine de son front se gonfler. Elle n'avait vu jamais sa mère aussi pâle. Aussi, quand ses parents lui disent d'aller dans sa chambre, Gretel est inquiète. Elle sort de la salle à manger et au lieu d'obéir, elle reste derrière la porte à écouter. Tremblante, Gretel entend des mots qu'elle ne comprend pas, des mots de grands qui doivent être beaucoup plus graves que ceux qu'échangent habituellement son père et sa mère. « Oui, je veux faire chambre à part. Tu es ma femme, et ton devoir... » « Devoir ? C'est un mot qui te va bien. Je n'ai connu que des devoirs avec toi, rien d'autre. » Il y a un silence, et puis la mère de Gretel ajoute « Thomas, je veux divorcer. » Terrorisée, la petite fille entend alors un bruit de cavalcade dans la salle à manger, puis un bruit de chute, puis un long silence. Au bout d'un moment, elle se décide, malgré sa peur, à entr'ouvrir la porte. Sa mère est allongée par terre, son père à genoux devant elle, la regarde fixement. Alors Gretel se précipite dans l'entrée où se trouve le téléphone. Elle compose le numéro de la police que ses parents lui ont fait apprendre par cœur en cas de besoin. Elle dit de sa toute petite voix « Allô ? Papa vient de tuer maman. Venez vite !»
Elle donne son adresse et elle raccroche. Quelques minutes plus tard, une bonne douzaine de personnes ont envahi le petit pavillon des Schneider dans une banlieue résidentielle de Francfort. Dans le hall, le commissaire et plusieurs de ses hommes entourent le mari. Ils le pressent en vain de questions. Thomas Schneider ne répond pas. Il est prostré, sans réaction. Gretel a été conduite dans sa chambre. Un policier essaye, sans grande conviction, de la distraire avec ses jouets. Bien entendu, la petite fille n'a aucune envie de jouer. Elle veut descendre dans la salle à manger. Le policier doit la retenir de force. Car dans la salle à manger, une lutte dramatique contre la mort est en train de se dérouler. Quand les pompiers sont arrivés, en compagnie des policiers, ils ont vu tout de suite qu'Erika n'était pas morte. Son mari avait tenté de l'étrangler. Elle avait d'effrayantes marques bleues autour du cou, mais elle respirait encore. Ils ont commencé immédiatement la respiration artificielle, et au bout de 10 minutes d'efforts épuisants, ils réussissent. Erika Schneider respire d'elle-même. Elle est sauvée. Aussitôt, elle est conduite à l'hôpital, tandis que son mari, menottes au poignet, est emmené manu militari au commissariat. Quant à leur fille Gretel, elle part quelques minutes plus tard dans la voiture de ses grands-parents maternels qui sont venus la chercher. Du drame, ils ne lui disent qu'une chose. « Ta maman est vivante !» Et tandis que la voiture l'emmène chez papy et mamie, elle se répète, avant de sombrer dans le sommeil, « J'ai sauvé maman !» Un mois passé. Erika Schneider rentre chez ses parents après son séjour à l'hôpital. Papy et mamie ont prévenu la petite Gretel. Ils lui ont aussi dit, « Tu sais, maman est malade, elle ne sera plus comme avant. Il faudra être encore plus gentil avec elle. » Oui, maman est très malade. Gretel s'en rend compte tout de suite quand elle la voit venir dans un fauteuil roulant, comme elle en avait vu à la télévision. L'enfant se précipite vers elle, mais elle n'a une autre surprise. Sa mère garde la tête tournée de côté. Elle ne regarde pas dans sa direction, elle ne lui sourit pas. C'est quand elle est tout près que sa mère s'aperçoit enfin de sa présence. Elle lui dit d'une voix douce, « Ma chérie, il faut que tu comprennes. Je suis paralysée. Je ne peux plus bouger les bras et les jambes. » Erika Schneider marque un temps et elle reprend d'un ton plus ému. « Et aussi, je ne pourrai plus te voir. Je suis aveugle. » Mais elle ajoute, en se forçant de rire, « Cela ne fait rien. Je suis en vie grâce à toi. Tu m'as sauvé la vie. » L'existence a repris son cours chez les grands-parents de Gretel. Dès qu'elle rentre de l'école, la petite fille passe de longs moments avec sa mère. Elle a sauvé maman. Elle n'est pas peu fière. Mais elle veut faire plus encore. La sauver tout à fait. Lui redonner le goût à la vie. Dans les moments qu'elles passent ensemble, Gretel sent que sa mère est bien. Elle est calme, elle l'écoute. Elle lui demande ce qu'elle a fait en classe. Elle lui fait décrire ce qui se passe dehors, de quelle couleur sont le ciel, les feuilles des arbres, des fleurs. L'enfant répond avec empressement à toutes les questions. Mais il y a aussi d'autres moments. Gretel le sait, car elle écoute, ne l'oubliez pas, aux portes. Le soir, après qu'on l'ait envoyé se coucher. Elle monte dans sa chambre, attend un quart d'heure, puis redescend et plaque son oreille contre la porte. C'est plus fort qu'elle. Elle a peur. Que se serait-il passé si elle n'avait pas écouté le soir du drame? Alors tous les soirs, elle recommence. Elle surveille sa maman. Et c'est vrai qu'Erika n'est plus la même dès que sa fille n'est plus auprès d'elle. Elle redevient sombre, déprimée, et ce sont des conversations d'adultes auxquelles Gretel est hélas habituée. S'il n'y avait pas Gretel, je me suiciderais. C'est trop affreux. Voix du grand-père ou de la grand-mère. Allons, ma petite fille, ne dis pas de bêtises.
Un jour, je n'aurai plus le courage suffisant. Je la ferai, cette bêtise. Voilà ce que entend Gretel derrière la porte. Elle voudrait intervenir, courir dans la pièce et sauter autour du cou de sa maman. Mais elle a peur de se faire gronder. Alors, elle reste encore une dizaine de minutes et elle va se coucher en se promettant d'être plus gentille encore le lendemain avec sa maman. Au mois de septembre 1978, Gretel surprend d'autres conversations. On parle de procès. Elle comprend qu'il s'agit de son père, qu'il va être jugé comme assassin. Un jour, sa mère part le matin dans une voiture noire venue la chercher. Personne ne lui a rien dit, ni elle ni ses grands-parents. Mais elle sait bien qu'elle va au procès. Puis le lendemain, ce sont son grand-père et sa grand-mère qui mettent leurs habits des dimanches et qui partent à leur tour à la même heure. Eux non plus ne répondent pas à ses questions. Ils lui disent avec un sourire « Nous allons faire des courses. Nous serons de retour bientôt. » Gretel n'insiste pas. Ils la prennent pour une enfant. C'est normal après tout. Elle n'a que 7 ans maintenant. Ils ne peuvent pas savoir que tout ce qu'elle a entendu derrière la porte l'a fait mûrir prématurément. Le soir même, Gretel est à son poste. On l'a fait coucher plus tôt que d'habitude. Donc, il va se dire des choses importantes. Et en effet, derrière la porte, il y a des éclats de voix. C'est Papy qui s'emporte. Il a sa grosse voix qu'elle n'aime pas. 7 ans de prison, 7 ans de prison pour t'avoir fait ça. Ah, si je tenais les jurés. Mamie intervient doucement. Il faut penser aux dommages et intérêts. Ils sont très élevés. Et puis, elle se tait car Erika s'est mise à pleurer. Gretel ne retient pas que ses larmes. Son père a été condamné à 7 ans de prison. Cela ne signifie rien pour elle. Elle n'a compris qu'une chose. Sa mère s'est mise à pleurer. Et cela lui fait peur. Il faudra qu'elle soit plus gentille encore avec elle. Et aussi qu'elle continue à écouter derrière les portes, car elle a la sensation qu'un nouveau drame peut se produire. À mesure que les mois passent, la santé morale d'Erika Schneider se dégrade. Normalement, Gretel n'en devrait rien savoir. Quand elle la voit, sa mère s'efforce de paraître gaie ou simplement normale. Elle s'enquiert avec inquiétude de ses résultats scolaires. Elle manifeste toujours le même intérêt au récit que lui fait sa fille des événements de la journée. Mais les nuits, derrière la porte, l'enfant entend un langage tout différent. Sa mère a une voix lasse, qu'elle ne lui connaît pas quand elle lui parle. Et surtout, elle dit à ses parents des choses terribles. Gretel a maintenant 8 ans. Elle a mûri prématurément et elle comprend parfaitement les choses, ces choses. Je n'en peux plus. Bien sûr, je devrais faire un effort pour Gretel, mais c'est au-dessus de mes forces. Allons, ma chérie. Si je n'étais pas paralysée, il y a longtemps que ça serait fait. Je vous en supplie, faites-le pour moi. Le grand-père et la grand-mère de Gretel poussent des chuchotements horrifiés. Ils ne veulent pas la réveiller, bien entendu. Et Erika finit par se taire. Alors Gretel se sauve en se promettant de tout faire pour empêcher cela. 18 janvier 1980. Gretel écoute aux portes. Cette fois, elle ne l'a pas fait exprès. Et ce n'est pas la porte de la salle à manger, c'est celle de la cuisine. À vrai dire, ce qu'elle a surpris n'est pas une conversation, mais plutôt un sanglot. Un sanglot bref et étouffé de sa grand-mère. Intrigué, l'enfant passe sa tête dans l'entrebâillement. Il n'y a rien de particulier. Grand-mère prépare les médicaments de maman, et si elle est triste, c'est à cause de ce que maman lui a dit chaque soir. À l'heure du dîner, Gretel n'y pense plus. Seulement le soir, en reprenant sa faction derrière la porte. Elle a une brusque inquiétude. Elle tend l'oreille.
Ce n'est pas comme les autres fois. Sa mère ne parle pas, ne se plaint pas. Seuls sont perceptibles les chuchotements de ses grands-parents. Les chuchotements de ses grands-parents. Elle en saisit des bribes. Mieux ainsi? Bientôt libérée? Il le fallait. Alors Gretel comprend. Comme 2 ans auparavant, elle se rue sur le téléphone et elle compose le numéro de la police. Elle prononce de sa petite voix d'autres horribles paroles. « Allô, grand-père et grand-mère viennent de tuer maman. Venez vite !» La police arrive quelques minutes plus tard, car l'appel de l'enfant a été pris très au sérieux. Ils trouvent les grands-parents devant le pas de la porte. Tout de suite, ils avouent. Nous lui avons donné un tube de somnifère. C'est elle qui nous l'avait demandé, elle n'a pas souffert. Les infirmiers et les médecins qui sont venus avec les policiers ne les écoutent pas. Ils se précipitent sur la jeune paralysée qui est déjà inconsciente. Comme 2 ans auparavant, ils tentent de réanimer Erika Schneider. Mais cette fois, ils n'y parviennent pas. Et elle est encore dans le coma, tandis qu'on la conduit à l'hôpital. Gretel, de son côté, ne s'inquiète pas. Elle a déjà sauvé maman une fois. Elle est sûre qu'elle la sauvera encore ce coup-ci. Dans sa chambre, où elle attend avec un policier, elle s'amuse tranquillement avec ses jouets. En bas, dans le salon, un dialogue dramatique s'engage entre le commissaire et les parents d'Erika. Les 2 vieux se serrent l'un contre l'autre. Vous êtes aussi criminel que Thomas Schneider et vous serez jugé au même titre que lui, comme assassin. Le père d'Erika essaye de justifier leur acte. Nous n'avons fait que lui épargner des souffrances inutiles, des souffrances physiques, car elle s'était mise à avoir de terribles rhumatismes. Mais surtout, des souffrances morales. Vous ne pouvez pas savoir. Cela faisait des jours et des jours qu'elle nous suppliait d'y mettre fin. Mais le commissaire ne se laisse pas convaincre. Et cet enfant qui nous a appelés, cet enfant qui a tout surpris une seconde fois, vous avez pensé à elle? Cette fois, les grands-parents s'effondrent. Nous n'avions pas voulu cela. Nous ne savions pas que Gretel écoutait aux portes. Nous comptions lui annoncer que sa maman était morte de maladie. Le commissaire ne les écoute plus. Malgré leur âge, il emmène sans ménagement le père et la mère d'Erika, hop, au commissariat. Erika Schneider n'a pas survécu au tube entier de somnifères que lui avait fait absorber sa mère. Elle est morte à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Peut-être elle avait souhaité sincèrement mourir et être débarrassée de ses souffrances. En tout cas, ni elle, ni ses parents n'avaient pensé à Gretel, car pour l'enfant, la tragédie commençait. Il a fallu lui apprendre qu'elle n'avait pas réussi à sauver sa maman une seconde fois. Il a fallu la mettre à l'orphelinat, car elle n'avait plus de famille. À l'issue de leur procès, le père et la mère d'Erika ont été condamnés chacun à 5 ans de prison avec sursis. Mais le principal témoin, la principale intéressée n'était pas là, et pour cause, Gretel Schneider n'avait que 8 ans. Plusieurs familles se sont proposées pour offrir un nouveau foyer à Gretel. Espérons que l'une d'entre elles y parviendra et qu'elle saura faire oublier à Gretel ce qu'elle a entendu derrière les portes